Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asakum bi khair. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le cours de la biochimie qui va porter sur l'exploration du métabolisme phosphocalcique. Alors, vous savez tous que le calcium et le phosphore sont deux ions qui ont un rôle très important dans notre organisme. Ils ont un rôle dans la structure de l'os, dans la synthèse d'ATP, dans la contraction musculaire. D'accord? Donc, le calcium, c'est un cation qui est bivalent. Bivalent, c'est-à-dire, qui m'a 2+. Cation, c'est-à-dire qu'il est chargé positivement. C'est en fait le cation le plus abondant dans l'organisme. Chez l'adulte, généralement, on a à peu près 1,3 kg du calcium. D'accord? C'est énorme quand même. Le calcium, il a plusieurs rôles. Le principal rôle c'est la structure de l'os. Qui m'a dit comme 99% du calcium est situé au niveau de l'os. Il a un autre rôle, par exemple, dans la contraction musculaire, etc. Pour le phosphore c'est le principal anion, cette fois-ci. Il est chargé négativement. C'est le principal anion intracellulaire. On a à peu près de 700 à 800 grammes de phosphore dans notre organisme. Le phosphore, il va jouer un rôle dans le métabolisme énergétique, dans la synthèse de l'os, etc. Donc vous voyez que et le calcium et le phosphore ont un rôle très important dans la synthèse de l'os. D'accord? Donc, كما قال لكم هنايا 99% du calcium et 85% de phosphore, donc c'est un pourcentage qui est très important. Ils vont participer dans la composition minérale de l'os. C'est pour cela, en fait, que le métabolisme du phosphore est très intimement lié à celui du calcium. D'accord? Donc, 99% du calcium et 85% du phosphore participent à la composition minérale de l'os. Mais attention, le calcium et le phosphore au niveau de l'os se trouvent sous forme des cristaux d'hydroxyapatite. هذه la forme biochimique تاعهم, c'est A10PO45OH2. L'essentiel, les cristaux d'hydroxyapatite ou aussi les sels d'hydroxyapatite, en fait, هما les cristaux qui donnent la solidité ou qui rend notre os qui est rigide. D'accord? Donc, c'est les cristaux, les mettent la résistance ou la solidité au niveau de l'os. Donc, la force qui me permet de contenir mon corps, ou la force, la résistance au choc, l'itmise biha l'os, c'est à cause de ces sels d'hydroxyapatite. D'accord? Très bien. Donc, on va voir la répartition de ces anions au niveau de l'organisme. On va commencer par le calcium. Alors, le calcium, 99% du calcium total, il se situe au niveau de l'os. D'accord? Sous forme de cristaux d'hydroxyapatite. Donc, 99% نلقاوه au niveau de notre squelette. En fait, on a deux formes de ce calcium osseux. On a un calcium qui est non échangeable et on a un calcium qui est échangeable. Alors, c'est quoi le calcium échangeable? Le calcium échangeable, généralement, où نلقاوه في la partie externe, في la périphérie de l'os. Alors, on échangeable. Par exemple, si j'ai une hypocalcémie, c'est-à-dire que le calcium ينقص au niveau de sang. منين انا راح نجيب le calcium؟ منين راح نجيبو؟ يروحوا les osteoclastes اللي هما les cellules qui vont dégrader l'os. Les osteoclastes يروحوا la partie périphérique de l'os et ils vont dégrader هذيك la partie باش يمدونا le calcium. D'accord? Donc le calcium échangeable, c'est un calcium اللي نلقاوه au niveau de la périphérie de l'os. D'accord? قال لك انايا c'est à peu près 4 grammes. C'est un réserve de calcium pour le maintien de l'homéostasie calcique. L'homéostasie calcique, on va voir ça après. L'essentiel, c'est qui m'a dit comme l'exemple de l'hypocalcémie. Si j'ai une hypocalcémie, alors je le calcium من l'os. منين exactement من l'os? Mais la partie externe, elle va constituer le calcium qui est échangeable. Pour le calcium non échangeable, c'est en fait le tissu osseux profond. D'accord? Il n'est pas échangeable. Ma touché chez les osteoclastes et tout. D'accord?
On a aussi 1% du calcium au niveau du liquide intracellulaire, c'est-à-dire au niveau du cytosol. Donc, au niveau du cytosol, il peut soit libre dans le cytosol, soit il sera lié à des protéines. Par exemple, qui m'a le CA2+, les à l'intérieur de la cellule, qu'il va favoriser, par exemple, l'exocytose des vésicules de l'acétylcholine, si vous vous souvenez. D'accord? Et pour le calcium du liquide extracellulaire, en fait, ce qui m'a comme tu fous, c'est à peu près 0,1% du calcium. Alors, vous voyez que c'est une concentration qui est très, très, très faible. Mais attention, malgré que c'est une concentration qui est très faible, mais elle doit être maintenue dans des concentrations bien précises. D'accord? Donc, toute une faible perturbation de cette fraction-là, du liquide extracellulaire, nécessite un système de régulation. D'accord? On doit toujours maintenir la concentration de le liquide extracellulaire, le calcium, dans des concentrations qui sont bien précises. D'accord? Donc, on a un calcium qui se trouve dans le plasma, on a un calcium il se trouve dans le milieu interstitiel. Alors, là, ce qui nous intéresse, c'est le plasma. C'est le calcium qui se trouve dans le plasma. C'est très important. Le calcium qui se trouve dans le plasma, il va se sous trois formes. Soit, un calcium qui est lié à l'albumine. L'albumine, c'est une protéine qui est chargée négativement. Soit, il y a un calcium qui est lié à un autre anion, d'accord, par exemple le phosphate, par exemple le citrate, le sulfate. L'essentiel c'est que le calcium il lasque avec un autre ion. Soit il y a sous forme libre, ou l'on aussi le calcium qui est ionisé. Alors هذه surtout le calcium ionisé, le calcium libre. Le calcium libre c'est à peu près 50%, et c'est la seule forme qui est physiologiquement active. C'est-à-dire quoi la seule forme qui est physiologiquement active? C'est-à-dire que les fonctions telles calcium, par exemple la coagulation, la contraction musculaire, ils diront cette fraction-là, la fraction ionisée ou bien la fraction libre. Donc le calcium au niveau plasmatique, on a trois formes. On a le calcium qui est lié à l'albumine, on a le calcium qui est lié à un autre anion chargé négativement, qui est le phosphate ou le citrate et tout, ou là, un calcium qui est libre ou là qui est ionisé, le libre ou là ionisé, le pourcentage c'est 50% de 50% de calcium du liquide extracellulaire, hein, d'accord? Ou le calcium ionisé, c'est la seule forme qui est physiologiquement active. C'est-à-dire que هو اللي راح يدير لنا le fonctionnement تاع la contraction, la coagulation et tout, et c'est après qu'il chauffe le système de régulation va réguler le calcium qui est ionisé ou bien qui est libre. D'accord? On va voir donc le phosphore. Le phosphore c'est un anion intracellulaire majeur. Bon, نحبسوا في هذه anion intracellulaire. Donc, qui نقولوا anion intracellulaire, c'est-à-dire qu'il est impliqué dans la charge négative intracellulaire. Donc, il va jouer un rôle dans la polarisation de la membrane cellulaire. D'accord? Aussi, il a un rôle comme une source d'énergie. L'ATP, l'adénosine triphosphate. Donc, vous voyez que c'est une constitution de l'ATP. L'ATP, c'est la forme d'énergie qui est directement utilisable. D'accord? C'est un support des acides nucléiques et des enzymes. C'est un support des acides nucléiques, l'ADN. Si vous vous souvenez, les nucléotides هادوك واش فيهم قاعدة أزوتية, l'adénosine ou le guanosine هادوك, فيهم le sucre ou فيهم l'acide phosphorique. D'accord? Et il va jouer un rôle aussi comme un cofacteur des enzymes et un support de l'os et des dents. C'est en fait le rôle principal, c'est-à-dire il va rentrer dans la constitution de l'os, surtout sous forme des sels d'hydroxyapatite. D'accord? Donc le corps humain généralement fait 20 moles de phosphore, à peu près 800 grammes de phosphore. 85% il va se trouver dans l'os, 14% il va se trouver dans le tissu mou, et 1% il va se trouver dans le milieu interstitiel.
1%, il va se trouver dans le milieu interstitiel et au niveau du plasma. En fait, c'est cette fraction-là, au niveau du plasma, qui nous intéresse le plus. D'accord? On va voir après. Le magnésium, c'est un cation qui est bivalent. C'est un cation intracellulaire, en fait. Et c'est un cofacteur par excellence des enzymes. On a plus de 300 enzymes. Le cofacteur تاعهم هو le magnésium. D'accord? Donc, généralement, l'organisme adulte a 24 grammes du magnésium. 54%, il va se trouver dans l'os, 45% dans le tissu mou et 1% au niveau des fluides extracellulaires. Dans un tiers et dans le plasma. Donc le magnésium, c'est un anion qui est intracellulaire, donc généralement le 1 tiers il va se trouver dans les érythrocytes, dans les globules rouges. C'est pour cela que, quand on dit un prélèvement, il faut vraiment éviter l'hémolyse. Parce que si درتو l'hémolyse, c'est-à-dire كسرتو les globules rouges, رايح يخرج le magnésium intracellulaire et le taux تاع le magnésium رايح يكون غلط اللي خرجناه. D'accord? Très bien. Donc, on va voir donc les paramètres biochimiques du métabolisme phosphocalcique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va doser qui nous un bilan pour détecter les pathologies de métabolisme phosphocalcique. Non, on a deux. On a les paramètres biochimiques statiques, on a les paramètres biochimiques dynamiques. Alors, pour les paramètres biochimiques statiques, on va doser le calcium plasmatique total. وش معناها total؟ هادوك ثلاثة اللي قلت لكم عليهم. Soit le total معناها le calcium اللي يكون لاصق مع الالبومين, le calcium اللي يكون لاصق مع l'anion, هذاك l'anion intracellulaire, l'anion qui est chargé négativement, soit le phosphore ou le citrate, ou le calcium ionisé. Donc, le calcium plasmatique total fait le calcium lié à l'albumine, le calcium lié à l'anion, ou le calcium libre, ou le calcium ionisé. On va doser aussi le calcium ionisé, le calcium libre, on a le calcium urinaire, au niveau des urines. Aussi, on a le phosphore plasmatique, ou bien ce qu'on appelle la phosphatémie, le phosphore urinaire, au niveau des urines, et les facteurs hormonaux de régulation du métabolisme phosphocalcique. La PTH, la vitamine D et la calcitonin. Alors, puisque هضروا عليهم, حبيت ندير un rappel physiologique على les trois hormones. Alors, il faut noter que le calcium et le phosphore, ou bien les mouvements de le calcium et le phosphore, se font entre trois organes principaux. L'os, le rein et l'intestin. D'accord? Donc, on a en fait trois principales hormones qui sont impliquées dans la régulation du phosphore et le calcium. On a la PTH, les parathormones, on a la vitamine D active et on a la calcitonine. Alors, les trois hormones, les trois organes qui يتحرك فيهم l'os بزاف, يتحرك فيهم le calcium بزاف, le calcium et le phosphore, اللي هما l'intestin, l'os et le rein. D'accord? راح نحكوا شوية على هادوما les hormones. On va commencer par la PTH. Alors la PTH, c'est une hormone qui est sécrétée par les glandes parathyroïdes. Les glandes parathyroïdes, ce sont des glandes qui se situent dans la partie postérieure de la thyroïde. D'accord? Donc ces glandes-là vont sécréter ce qu'on appelle l'hormone de la PTH. Alors la PTH, elle a un rôle qui est hypercalcémiante, c'est-à-dire راح تطلع la concentration du calcium et elle est hypophosphatémiante. D'accord? Donc elle est hypercalcémiante, elle est hypophosphatémiante. Alors la PTH, qu'est-ce qu'elle va faire باش تطلع لي الكالسيوم وباش تهبط لي le phosphore. Alors الحاجه الاولى au niveau de l'os, نبداو قلنا ياثروا لنا على هادوما les trois organes. D'accord? نبداو الحاجه la PTH au niveau de l'os واش دير. Au niveau de l'os, elle va activer la destruction de l'os. D'accord? Elle va activer la résorption de l'os. Qui sera la destruction de l'os? Qu'est-ce qu'on a? On aura une augmentation du taux de calcium dans le sang et on a aussi une augmentation du taux de phosphore au niveau de sang. D'accord? Donc, طلعت لنا le calcium وطلعت لنا le phosphore. Ça, c'était au niveau de l'os. Donc, au niveau des reins. Au niveau de rein, je dire la PTH. Au niveau de rein, elle va augmenter la réabsorption du calcium au niveau du tube contourné distal.
mais elle va favoriser ou là, elle va diminuer la réabsorption du phosphore. C'est pour cela qu'elle est hypophosphatémiante. Parce que elle va favoriser l'élimination du phosphore. Donc, elle va diminuer la réabsorption, du phosphore, surtout au niveau du tube contourné proximal, et elle va augmenter l'élimination du phosphore. D'accord? C'est pour cela qu'elle est hypercalcémiante. Pourquoi elle est hypercalcémiante? Parce que elle va jouer un rôle dans la destruction de l'os, elle va augmenter la réabsorption du Ca2+. Et pourquoi elle est hypophosphatémiante? Parce que elle va favoriser l'élimination urinaire du phosphore. D'accord? Donc, je fais le rôle de la PTH au niveau de l'os et au niveau de rein. Donc, au niveau de l'intestin, la PTH, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, la PTH au niveau de l'intestin, elle va agir, mais d'une façon qui est indirecte. D'accord? Qui fait ça indirect? On va voir. Donc, la PTH active indirectement l'absorption intestinale du calcium. Ou je prends indirectement. En réalité, elle va activer la vitamine D. La vitamine D, elle va agir au niveau de l'intestin pour absorber le Ca2+. Comment la PTH va activer la vitamine D? On va voir ça qui est la vitamine D. Donc, nous dirons un petit rappel à la synthèse de la vitamine D. Donc, au niveau de derme et sous l'action du soleil, c'est-à-dire le soleil, elle va transformer le cholestérol en cholecalciférol. Au niveau du foie, le cholecalciférol va une première hydroxylation. D'accord? Au niveau du carbone numéro 25. C'est pour ça qu'on a la 25 hydroxylation. Donc, la 25 hydroxylation sera au niveau du foie. Donc, le 25 hydroxy cholecalciférol. Donc, le cholestérol qui se trouve au niveau du derme et sous l'action du soleil, le cholecalciférol. Le cholecalciférol au niveau du foie, la première hydroxylation au niveau 25, au niveau du carbone 25, il y a un 25 hydroxycholecalciférol. Le 25 hydroxycholecalciférol, c'est la forme du réserve de la vitamine D. D'accord? L'essentiel, c'est que au niveau du foie, il le 25 hydroxycholecalciférol. Au niveau du rein, sera la deuxième hydroxylation. D'accord? La deuxième hydroxylation au niveau du carbone numéro 5. Donc, il y a un 25 dihydroxycholecalciférol. Ou bien, aussi la calcitriol. La calcitriol, il y a la forme active de la vitamine D. Donc, هذه la deuxième hydroxylation بواش تصرى بواحد l'enzyme يعيطولها la 1 alpha hydroxylase. هذه la 1 alpha hydroxylase, elle est activée par la PTH. Donc فهمتوا علاش نقولوا بلي la PTH, elle va jouer un rôle indirect dans la régulation dans l'absorption intestinale du Ca2+. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va activer une enzyme اللي هي la 1 alpha hydroxylase qui va activer la vitamine D. D'accord? ومن بعد هذيك la vitamine D ولا نعيطولها aussi la calcitriol اللي هي la vitamine D active هي اللي elle va jouer un rôle dans on va voir dans l'absorption intestinale et tout. D'accord? Donc la vitamine D هذه qu'est-ce qu'elle va faire? قلنا عندها un rôle qui est hypercalcémiante, hyperphosphatémiante. رايحه تطلع لنا le calcium ورايحه تطلع لنا le phosphate. D'accord? Donc, comment elle va agir la vitamine D? Elle a les trois organes, le rein, l'os et l'intestin, la première des choses, c'est que au niveau de l'intestin, au niveau de l'intestin, elle va augmenter l'absorption intestinale du calcium et du phosphore. Au niveau du rein, elle va augmenter la réabsorption rénale du calcium et du phosphore. D'accord? Elle va inhiber l'élimination de l'hom. Et, donc, attention. كاين واحد الغلطه نطيحوا فيها بزاف يقول لك اسكو لا فيتامين دي elle va favoriser la minéralisation osseuse ou là elle va défavoriser la minéralisation osseuse. Donc يعني حنا واش قلنا la vitamine D c'est une hormone qui est hypercalcémiante, c'est-à-dire راح تطلع لي le calcium. Mais c'est très important de noter que la vitamine D elle va
ما رايحاش تكسر لي l'os. بالعكس la vitamine D elle va favoriser la minéralisation osseuse. Pourquoi? Monsieur, pourquoi? C'est-à-dire que là, c'est vrai que c'est une hormone qui est hypercalciamiante, mais en fait, هي واش راح دير؟ رايحة تزيد لي la concentration du calcium au niveau de l'os. D'accord? Au niveau de l'os. Donc c'est très important, la vitamine D, elle va favoriser la minéralisation osseuse et pas la réabsorption, la résorption osseuse. C'est très important, hein, parce que t'as بزاف les QC1, mais parce que c'est une hormone qui est hypercalciamiante, donc elle va favoriser la destruction de l'os. Non, la vitamine D, elle va favoriser la minéralisation osseuse. C'est clair en fait. احنا نقولوا باللي اللي يكون عنده un manque de la vitamine D, l'os تاعو يكون مكسر. Donc c'est logique que la vitamine D, elle va favoriser la minéralisation osseuse. D'accord? La troisième hormone, c'est la calcitonine. La calcitonine, c'est une hormone qui est sécrétée par les cellules C de la thyroïde. D'accord? La cellule C de la thyroïde, elle a un rôle qui est hypocalcémiante et hypophosphatémiante. Donc la calcitonine راح تهبطهم les deux. Donc la PTH تطلع الكالسيوم وتهبط الفوسفور, la vitamine D يطلعهم في زوج, la calcitonine تهبطهم في زوج. Donc comment elle va agir? Elle va diminuer la résorption osseuse, donc elle va inhiber les ostéoclastes. D'accord? Elle va inhiber la réabsorption du phosphore au niveau du rein et elle va stimuler l'élimination du calcium au niveau du rein. D'accord? Donc c'est une hormone qui est hypocalcémiante, hypophosphatémiante. Mais en fait, l'action de la calcitonine est beaucoup plus pharmacologique. Donc le rôle physiologique taha n'est pas vraiment approuvé. D'accord? L'essentiel, c'est qu'elle est hypocalcémiante, hypophosphatémiante. Donc voilà, qui نحبوا نحوسوا une pathologie de métabolisme phosphocalcique, on doit doser هذوما les trois hormones, la PTH, la vitamine D et la calcitonine. نروحوا درك les paramètres bon نسينا واش كنا نقراو في les paramètres biochimiques du métabolisme phosphocalcique. حكينا على les paramètres qui sont statiques, donc نحكوا على les paramètres qui sont dynamiques. Alors le premier, c'est l'épreuve à la PTH exogène, ou bien نعيطولو la test à la PTH. واش يدير هذا لو تيست؟ هذا لو تيست نديروه pour faire la différence entre une hypoparathyroïdie et une pseudoparathyroïdie. Alors, une hypoparathyroïdie, c'est quoi? C'est-à-dire que la sécrétion de la PTH نقصت. D'accord? C'est un problème, par exemple, au niveau de la glande parathyroïde. La glande parathyroïde, elle sécrète des quantités صغار تاع la PTH. La pseudoparathyroïdie, c'est quoi? La pseudoparathyroïdie, c'est que la sécrétion de la PTH est normale, mais les tissus sont insensibles à la PTH. D'accord? Donc هذا le test نديروه باش نشوفوا حنا est-ce que حنا راهي عندنا une hypoparathyroïdie, c'est-à-dire la PTH هي في حد ذاتها راهي ناقصة, ولا عندنا une pseudoparathyroïdie, c'est-à-dire que les tissus برك راهم insensibles la PTH, بصح la PTH elle est normale. Alors واش نديرو في هذا l'épreuve? On va injecter au patient de PTH exogène. نجيبو la PTH, نجيبو l'hormone, on va l'injecter للpatient تاعنا. Alors si les fonctions عاودوا رجعوا normales, c'est-à-dire que c'est une hypoparathyroïdie, c'est-à-dire que c'est vrai كانت عندنا برك c'est-à-dire كانت عندنا برك la PTH ناقصه, كي انجكتينا la PTH عاود رجع كلشي نورمال. كي نقول كلشي نورمال c'est-à-dire quoi? عاودت رجعت la fonction تاع la PTH اللي هي c'est une hormone واش قلنا hypercalcémiante, hypophosphatémiante. Or que si injectيت la PTH exogène et malgré ça le problème مازال, par exemple مازال le taux du calcium تاعي ناقص ou le phosphore راح طالع, c'est-à-dire que l'axe تاع la fonction تاع la PTH, dans ce cas-là j'ai une pseudoparathyroïdie, c'est-à-dire que les tissus تاعي, le problème في les tissus اللي هما راهم insensibles لcette PTH. D'accord? Le deuxième test, c'est le test de PAC, ou là نعيطولو aussi le test de la charge calcique. Le test c'est un test qui nous permet
de différencier les étiologies d'une hypercalciurie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on a une hypercalciurie, c'est-à-dire on a une concentration كبيرة تاع le calcium au niveau des urines. حبيت نعرف c'est quoi l'étiologie, bien c'est quoi les causes تاع هذه l'hypercalciurie. Donc réaliser un sujet présentant une hypercalciurie avec lithiase rénale. C'est quoi lithiase rénale? Le lithiase rénale, ce sont des cristaux qui peuvent se former dans le rein. هكا حجر تاع le calcium ولا qu'ils vont se former au niveau de rein. ماشي غير le rein, يقدروا يعني ils peuvent se former dans tout l'appareil urinaire. D'accord? Et pour laquelle aucune cause n'a justement. حنا وكيفاش نديروا le test de Pâques هذا c'est كي نروحو ندوزيو لي تيست ستاتيك هادوما لي تيست ستاتيك c'est-à-dire هادو le calcium plasmatique ou le calcium ionisé راح نلقاوهم normal. D'accord, on va pas trouver des anomalies que ce soit les hormones ou dans les tests statiques. Dans ce cas-là, nous allons faire le test de Pâques parce que nous c'est quoi l'étiologie de cette hypercalciurie. D'accord, donc c'est quoi le test? Alors, le sujet تاعنا رايحين نحطوه sur un régime pauvre en calcium. نقولوا له ما تاكلش بزاف le calcium, ما تاكلش خلاص le calcium pendant 10 jours. D'accord? Après نروحو نديرو له le test. Donc dans le premier jour de test واش نديرو؟ رايحين نقولوا له on va demander au patient d'uriner. D'accord? Et on va calculer la calciurie de base تاعو. D'accord? Donc نعاودو درنا له un régime pauvre en calcium pendant 10 jours. وبعد le premier jour du test نروح نقولوا له on va demander au patient d'uriner ونروحو نقيسو la calciurie de base تاعو. نسميوها U1, CaU1. D'accord? On lui ingère 1 gramme du calcium. D'accord? On injecte 1 gramme du calcium. Après 4 heures, on خليوها 4 سوايع ومن بعد نزيدو نميزوريو la calciurie تاعو. نعيطو لها U2. D'accord? Donc le U1 c'est quoi? C'est la calciurie de base. D'accord? Ou le U2, c'est la calciurie, on avait ingéré au patient 1 gramme du calcium, on 4 heures, on va calculer la calciurie. Et puis, on va faire une comparaison entre le U1 ou le U2 et on va voir les causes les causes de la calciurie. Alors, dans le premier cas, si le calcium de U1, c'est-à-dire la calciurie du base, elle est augmentée. Ou la calciurie, après m'a injecté le calcium, c'est-à-dire le U2, elle est très augmentée. Donc vous voyez que déjà la calciurie du base elle est augmentée et la deuxième elle est très augmentée. Alors dans ce cas l'origine de cette hypercalciurie elle est rénale. C'est-à-dire c'est-à-dire que le rein il est incapable de réabsorber le calcium. Le rein qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer le calcium. D'accord? Très bien. Le deuxième cas, alors si la calciurie de base, c'est-à-dire بعد ما درنا هذاك الريجيم البوفر en calcium ورحنا قصنا له la calciurie de base لقيناها normal. Mais après ما injectéنا le calcium لقينا يعني c'est-à-dire le U2 لقيناها très augmenté. Alors dans ce cas-là, l'hypercalciurie l'origine تاعها est digestive. D'accord? C'est-à-dire que le tube digestif va absorber bzaf le calcium, va absorber une quantité qui est très importante du calcium. D'accord? C'est ça pour le test de Pâques. Le test de Pâques, قلنا نقيسو به l'hypercalciurie اللي ما لقينالهاش سبب. ماشي ما لقينالهاش سبب, mais plutôt كي درنا le dosage تاع les tests statiques لقيناهم normaux. Pour le test ولا نعيطو له aussi l'indice de Nordin ولا Nordine ولا. Alors, l'indice de Nordin ou de Nordine, l'essentiel, l'indice, il nous permet de faire l'exploration de l'excrétion urinaire du calcium à jeun. Donc, on doit les inclure à jeun. Et c'est pour cela que l'indice, il nous informe sur le calcium libéré par l'ostéolyse ou là par la résorption osseuse. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un recueil des urines. Le patient les micron agent et puis on va calculer l'index de Nordin. C'est quoi? C'est la calciurie à la créatinémie, la créatinurie, pardon, la calciurie à la créatinurie.
Alors, si le Guina, هذا l'indice le Guina élevé, c'est un indice d'une ostéolyse, ou bien c'est un indice c'est un indice d'une hyperrésorption osseuse. D'accord? C'est-à-dire qu'on aura une ostéolyse accrue. Tout simplement. Donc, en général, pour les paramètres biochimiques dynamiques, on a l'épreuve à la PTH exogène. On va faire la différence entre une hypoparathyroïdie ou une pseudoparathyroïdie. On va faire le test de PAC. Le test de PAC, on va différencier l'étiologie d'une hypercalciurie. D'accord? Et le test, bien l'indice de Nordin, c'est un test le taux du calcium libéré par la résorption osseuse. D'accord? Si l'indice c'est un témoin d'une ostéolyse accrue. Très bien. Donc, les valeurs usuelles, c'est quoi? C'est les taux, c'est-à-dire les taux normaux, le calcium, le phosphore et le magnésium, ce sont à apprendre, je pense. Donc, la calcémie, c'est-à-dire le taux total, le calcium plasmatique total, c'est le calcium de l'albumine, le calcium qui est في l'anion, اللي يكون مرتبط مع les anions, le calcium ionisé, في ثلاثة. D'accord? À peu près c'est de 88 حتى 104 mg par litre, وهذه بالمليمول par litre, c'est pas important. Le calcium ionisé, le calcium ionisé, c'est de 47.2 حتى 52 mg par litre. L'essentiel, le calcium urinaire, la calciurie, ce sont juste des valeurs à apprendre. La calciurie, pourquoi en fait la calciurie عندنا وحده chez la femme et عندنا وحده chez l'homme؟ علاش ماشي كيف parce que généralement les grossesses ou les contraceptifs اللي تشربهم la femme ils vont diminuer la valeur normale du calcium, de la calciurie, d'accord? Pour le phosphore, au niveau sanguin, c'est ce qu'on appelle la phosphorémie, elle est de 25 à 45 mg par litre. Pour la phosphaturie, au niveau des urines, elle est de 0,8 à 2 grammes par 24 heures. Pour la manganésie, c'est-à-dire le taux du magnésium, au niveau du sérum, elle est de 18 à 22 mg par litre. Au niveau des érythrocytes, elle est de 40 à 60 mg par litre. C'est environ un tiers de le magnésium. Il est concentré dans les cellules érythrocytaires. D'accord? C'est pour cela que lors du prélèvement, on doit éviter l'hémolyse. D'accord? Et au niveau des urines, il est de 80 à 180 mg par 24 heures. Voilà, ce sont juste des valeurs à apprendre. Alors, on va voir donc les troubles du métabolisme phosphocalcique. On va commencer par les troubles du métabolisme du calcium. En premier lieu, on va voir l'hypercalcémie. C'est quoi l'hypercalcémie? L'hypercalcémie, c'est une calcémie qui est supérieure à la 2,63 millimoles par litre. D'accord? Pour une protéidémie normale. Ça veut dire quoi ça? C'est très important. شوفوا احنا كي نروحوا للابو on va demander un ionogramme. هو رايح يمد لنا le calcium total. Bon, كي نقولوا le calcium total veut dire quoi? Le calcium qui est lié à l'albumine, le calcium qui est lié لهذوك les anions, le phosphore كلش, ou le calcium libre. Voilà, le calcium libre, on a aussi le calcium ionisé. Bon, bien sûr, il va pas doser le calcium liquide floss. D'accord? Donc, il va doser le calcium qui est lié à l'albumine ou qui est lié aux anions, le calcium libre. Alors, la calcémie, déjà, définition biologique sur un dosage de la calcémie totale. Donc, c'est une calcémie qui est supérieure à 2,63 millimoles par litre pour une protéidémie normale. Pourquoi? Parce que si j'ai une hyperalbuminémie, c'est-à-dire le taux de l'albumine au niveau du sang, on aura une hypercalcémie. Et c'est une fausse hypercalcémie.
Parce que c'est une fausse hypercalcémie parce que l'hypercalcémie elle est due à une hyperalbuminémie, c'est-à-dire ولات عندنا une hypercalcémie parce que برك l'albumine زاد احنا على بالنا بلي le calcium راه يلصق مع l'albumine. D'accord? Très bien. Donc احنا واش نديرو؟ دونك كي مدونا لو تو تاع le calcium, qui me donne la calcémie, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aussi le taux de l'albumine. D'accord? Nous allons demander le taux de l'albumine et on va faire quoi? On va faire ce qu'on appelle la correction de la calcémie. D'accord? C'est-à-dire on va corriger la calcémie en fonction de l'albuminémie. D'accord? C'est la formule de la correction. C'est le calcium corrigé fois le calcium mesuré fois 40, c'est le taux d'albumine normal au niveau sérique. D'accord? Donc voilà, qui m'a dit que si on aura une modification de l'albuminémie ou de la protéinémie, en général, la calcémie doit être corrigée. Parce que si j'ai une hyperalbuminémie, j'aurai une hypercalcémie. Et vice versa. Si j'ai une hypoalbuminémie, j'ai une hypocalcémie. Et en fait, c'est une fausse hypocalcémie. Bien, c'est une fausse hypercalcémie qui est due à une ou la hypoalbuminémie. D'accord? Donc, je dois toujours corriger la calcémie. Très bien. Donc, l'hypercalcémie est mieux définie par détermination du calcium ionisé. Le calcium ionisé, c'est quoi? C'est avec le calcium libre, le calcium qui est physiologiquement actif. D'accord? En règle générale, le calcium ionisé ou bien le calcium libre, il يساوي 50% من le calcium total. D'accord? Sauf en 3 circonstances. L'acidose, l'hyperprotéidémie et l'hyperphosphorémie. Alors, le cas de l'acidose, l'acidose c'est quoi? C'est-à-dire qu'on aura un excès des ions H+ au niveau du plasma. D'accord? Alors, le H+, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fixer au niveau de l'albumine. D'accord? Le calcium اللي كان مفيكسي في l'albumine رايح شغل l'albumine واش راح دير رايح تحاوز le calcium وتفيكسي في بلاصتو H+ باش تنحي l'acidose pour qu'elle puisse réguler l'acidose هذا اللي عندنا. D'accord? Donc نعاودو في le cas تاع l'acidose واش يصرا parce qu'on aura un excès de H+. Le H+ هذا qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fixer au niveau de l'albumine et l'albumine واش راح دير راح تحاوز le calcium. Donc واش قال لك هنا قال لك augmentation de la proportion CA2+ ionisé على le CA2+ total. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le CA2+ ionisé رايح يطلع. D'accord? parce que حاوزاتو l'albumine. Donc le CA2+ ionisé رايح يطلع, c'est-à-dire le CA2+ ionisé هو نفسه le CA2+ libre. Et dans ce cas, le CA2+ libre ما يوليش يساوي 50% de la valeur du CA2+ total. D'accord? بالعكس رايح يزيد يطلع. Ça c'était pour l'acidose, pour l'hyperprotéidémie دوكا. Alors واش قلنا? Lorsqu'on a une hyperprotéidémie, donc déjà قلنا كيما حكينا على هذيك la formule corrigée et tout, كي تكون عندنا une hyperprotéidémie, on aura une augmentation de la calcémie. D'accord? Mais le calcium هذا qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fixer au niveau de l'albumine. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura une augmentation de la calcémie totale à cause de l'hyperprotéidémie, mais une diminution de du calcium ionisé ou bien du calcium libre. Pourquoi? Parce qu'il va se fixer avec les protéines. Et inversement pour l'hypothyroïdie. Pardon, pour l'hypoprotéidémie. L'hypoprotéidémie, qu'est-ce qu'on a? يعني يبلي عندنا ما عندناش بزاف les protéines. Donc la calcémie رايحة تهبط, mais plutôt le calcium ionisé رايح يطلع. D'accord? هنا هذه تاع inverse pour l'alcalose ما شرحناهاش. Donc في le cas تاع l'alcalose واش يصرا? Donc l'alcalose, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on aura une diminution تاع la charge H+. يوليو ما كانش بزاف. Donc la charge négative de l'albumine تطلع. L'albumine est chargée négativement. Donc lorsque la charge négative de l'albumine تطلع, elle va attirer le CA2+. Donc le CA2+ libre ou la ionisé رايح ينقص. D'accord? Tout simplement. Donc à l'hyperphosphorémie. Alors, si j'ai un taux élevé de le phosphore
est chargé négativement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il يربط معاه le Ca2+, يلصق مع le calcium. Donc, le Ca2+ ionisé رايح ينقص. Le Ca2+ libre ou la ionisé رايح ينقص. Or que le Ca2+ complexe رايح يطلع. Pourquoi? Parce que لصقنا مع le phosphore اللي راه en excès. D'accord? Tout simplement. Pour les symptomatologies cliniques تاع l'hypercalcémie, c'est-à-dire شو هما الأعراض تاع l'hypercalcémie? Bon, généralement elle est asymptomatique. Bon, كي تكون عندنا une calcémie qui est inférieure à la 3 millimoles par litre, elle sera asymptomatique. D'accord? Sans signe clinique. Si la calcémie تاعنا تكون entre 3 حتى 3,5 millimoles par litre, هنا on aura des troubles digestifs. D'accord? On aura des nausées, des vomissements, etc. Et si la calcémie, elle dépasse les 3,5 millimoles par litre, on aura des signes neuropsychiatriques. Donc, généralement, lors d'une hypercalcémie, j'aurai une hyporéflexivité de l'os, de l'organisme. D'accord? Comme vous voyez là, j'ai une confusion, une somnolence. Pourquoi, en fait? Parce que lors d'une hypercalcémie, j'aurai une augmentation de la charge positive extracellulaire. D'accord? Ça va aggraver la différence des charges positives de part et d'autre de la membrane plasmique. D'accord? Donc, j'aurai une hyperpolarisation de la membrane plasmique. Donc, j'aurai une diminution de l'excitabilité de neurones. C'est pour ça que, généralement, j'aurai une hyporéflexivité de l'organisme lors d'une hypercalcémie. Et lors de l'hypocalcémie, c'est l'inverse. L'hypocalcémie, j'aurai une hyper-réflexivité de l'organisme. On va voir ça après. D'accord? Donc, on va voir l'étiologie ou bien les causes de cette hypercalcémie. C'est quoi l'étiologie de l'hypercalcémie? Premièrement, on a des hypercalcémies absorptives. Alors, par exemple, l'excès d'apport calcique, c'est-à-dire soit ناكلو بزاف le calcium, soit d'origine iatrogène, c'est-à-dire causé par les médicaments. On va voir après, les diurétiques thiazidiques. Les diurétiques thiazidiques, ce sont des épargnateurs du calcium. Ils vont augmenter la réabsorption du calcium au niveau rénal. D'accord? Aussi, le cas d'une insuffisance rénale chronique, déjà. Une insuffisance rénale chronique. Une insuffisance rénale, c'est-à-dire que le rein, il est incapable d'éliminer le calcium. Ça, c'est d'une part. D'autre part, lors de l'insuffisance rénale chronique, on va faire le traitement par ce qu'on appelle le carbonate de calcium. Le médicament, il va modifier le métabolisme phosphocalcique. Il va augmenter la calcémie. D'accord? Donc, on aura une hypercalcémie. Lors de l'hypervitaminose D, lorsqu'on consomme beaucoup de vitamine D, la vitamine D, elle va augmenter l'absorption intestinale du calcium. Donc, lors d'une hypervitaminose, on aura une hyperabsorption du calcium au niveau intestinal et donc une hypercalcémie. Et on a enfin le syndrome de Burnet, ou les buveurs d'alcalin, c'est ce qu'on appelle le syndrome de lait alcalin, qui نشربوا بزاف الحليب يولي عندنا بزاف le calcium. D'accord? Très bien. هذه pour l'hypercalcémie absorptive. Donc pour l'hypercalcémie résorptive. C'est-à-dire généralement les causes c'est la résorption osseuse. On a l'hypercalcémie néoplasique, le cas du cancer, et on a l'hypercalcémie non néoplasique. Alors, pour l'hypercalcémie néoplasique, on a 10%, c'est de l'hypercalcémie néoplasique par l'ossiolyse locale. D'accord? Donc, soit تكون عندنا une métastase osseuse, c'est-à-dire qu'on a un cancer du poumon ou de prostate, ou بعد درنا un métastase au niveau de l'os, donc on aura une ostiolyse locale. Ostiolyse, c'est-à-dire une résorption osseuse, une destruction de l'os, donc on aura une hypercalcémie. Ou là, le myélome multiple des os, bien ce qu'on appelle la maladie de Kahler. Donc, c'est une maladie auto-immune, donc on aura une prolifération médullaire plasmocytaire. On aura une synthèse des immunoglobulines monoclonales, des anticorps monoclonales qui vont détruire le tissu osseux.
D'accord? C'est une maladie immunologique. Donc, les anticorps, ils vont provoquer la lyse de l'os et on aura une hypercalcémie. D'accord? Les 50%, on aura une hypercalcémie paranéoplasique. Qu'est-ce que paranéoplasique? Le syndrome paranéoplasique, c'est quoi? C'est lorsqu'on a un cancer. Le cancer, anormalement, il va produire des substances circulantes, les normalement, mais sécrétées. D'accord? Donc, c'est le cas, par exemple, par exemple, quand on a un cancer, oui, il va sécréter, anormalement, il va sécréter de la PTH. C'est de la PTH-like, c'est un peptide PTH-like, c'est-à-dire qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il va sécréter un peptide la même activité que la PTH. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire le peptide? Il va faire la même activité que la PTH. La PTH, c'est une hormone qui est hypercalcémiante. Donc, il va provoquer une hypercalcémie. Pour l'hypercalcémie non néoplasique, on a premièrement l'hyperparathyroïdie primitive ou la primaire. Où je mets hyperparathyroïdie primitive, c'est-à-dire qu'on a un problème dans la glande parathyroïdienne. C'est-à-dire que la glande parathyroïdienne, elle sécrète bzaf la PTH. D'accord? Bon, parce que on a primaire, on a l'hyperparathyroïdie secondaire. C'est quoi l'hyperparathyroïdie secondaire? L'hyperparathyroïdie secondaire, c'est lorsqu'on a une hypocalcémie, ou l'hypocalcémie, elle va faire un feedback positif à la parathyroïde, ou elle va sécréter la PTH. L'hypercalcémie non néoplasique, on aura une hyperthyroïdie primaire. C'est-à-dire que la glande parathyroïdienne sécrète bzaf la PTH. C'est le problème, c'est le cas les tumeurs hypersécrétrices de la parathyroïde. D'accord? Donc, lors des tumeurs hypersécrétrices de la PTH, on aura de la parathyroïde, pardon, on aura une augmentation du taux de PTH, une hypercalcémie et une hypophosphatémie. C'est les effets de la PTH, les n'arrifouهم. Par excès. Parce qu'on a un excès à la PTH. On a 15% des causes rares de l'hypercalcémie résorptive, c'est lorsqu'on a une immobilisation prolongée, ça va augmenter l'ostéolyse, une hyperthyroïdie, parce que l'excès des hormones thyroïdiennes va entraîner une hyperrésorption osseuse, parce qu'ils vont accélérer le renouvellement osseux, d'accord? Et le traitement chronique par le lithium. C'est quoi le lithium? Alors, نحطوا حاجه في راسنا في لو كا نورمال يعني كيما تكون عندي حتى باثولوجي lorsque نحتاج le calcium je vais activer la PTH donc la parathyroïde va nous sécréter la PTH c'est une hormone qui est hypercalcémiante donc راح تطلع لي le calcium كي يطلع le calcium هذاك il va se fixer sur des récepteurs au niveau de la parathyroïde راح يدير لها un feedback négatif يقول لها c'est bon راه عندنا assez de calcium حبسي ما تسكريتيناش la PTH. D'accord? Donc, qui dit un traitement chronique par le lithium, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fixer sur les récepteurs de la parathyroïde. D'accord? Il va se fixer, donc il va inhiber le calcium de se fixer. Donc, il n'y a pas un feedback négatif sur la parathyroïde. Donc, on aura une sécrétion exagérée de la parathyroïde, la PTH, pardon, une sécrétion exagérée de la PTH qui va induire une hypercalcémie. D'accord? Donc voilà, action directe sur les cellules parathyroïdiennes. Donc, il va se fixer sur les récepteurs de le calcium. On n'aura pas un feedback négatif, on aura un excès de sécrétion de PTH et on aura une hypercalcémie. L'hypercalcémie mixte. On va voir l'hypercalcémie mixte. Alors, premièrement, on aura les granulomatoses. Le cas de la sarcoïdose, la tuberculose, etc. Alors, donc la sarcoïdose, c'est une maladie auto-immune. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse.
En fait, le point commun entre هادوما les maladies كامل, c'est que ils vont nous former ce qu'on appelle le granulome. على هادي نعيطولهم les granulomatoses. Le granulome هذا, c'est lors de l'inflammation. Le granulome, c'est quoi? C'est un ensemble des cellules. Donc, parmi les cellules هادو عندنا les lymphocytes. Les lymphocytes هادو, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les lymphocytes عندهم une enzyme qui va activer la vitamine D, la calcitriol. Donc, on aura une augmentation de la calcitriol, la vitamine D active, et la vitamine D active, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter l'absorption. C'est une hormone qui est hypercalcémiante. D'accord? Donc, elle va augmenter le taux du calcium. L'hypercalcémie iatrogène, c'est à cause des diurétiques thiazidiques. Les diurétiques thiazidiques, c'est un type de diurétique qui va agir sur la partie proximale du tube contourné distal du rein. Alors, bon, c'est un diurétique, donc il va augmenter la diurèse, il va augmenter la natriurie, c'est-à-dire l'élimination du calcium, du Na+, du sodium, il va augmenter l'élimination de K+, mais الحاجة المميزة تاع هاد les diurétiques thiazidiques, c'est que ce sont des diurétiques qui sont anticalciuriques. D'accord? Donc, ils vont inhiber l'élimination de le calcium. Ils vont augmenter la réabsorption rénale du calcium. D'accord? Et donc, qui vont augmenter la réabsorption rénale du calcium? On aura une hypercalcémie. La maladie de Paget. La maladie de Paget, c'est une maladie, c'est un remodelage pathologique de l'os. On aura une réparation osseuse qui est rapide, qui est pathologique. D'accord? Cette réparation, bien, ce remodelage pathologique va entraîner l'affaiblissement de l'os, l'affaiblissement de l'os et il va, donc l'os il est faible. Et on aura une croissance excessive des os à cause de cette réparation qui est rapide et qui est pathologique. D'accord? Ça va augmenter la calcémie. L'insuffisance surrénalienne aiguë. Alors, on sait que les glucocorticoïdes, surtout les glucocorticoïdes, sont des hormones qui sont hypocalcémiantes. Alors, lors d'une insuffisance surrénalienne aiguë, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des glucocorticoïdes, donc, on aura une hypercalcémie. D'accord? Parce qu'on aura une augmentation de réabsorption rénale du calcium. Le phéochromocytome, le phéochromocytome, ce sont des tumeurs de la médulo-surrénale où on aura une synthèse des catécholamines, surtout l'adrénaline. Alors, le mécanisme qui fait le phéochromocytome va augmenter la calcémie, il est en fait inconnu. Parfois, quand l'adrénaline, il va augmenter l'absorption intestinale du calcium. Quand on aura une augmentation de la résorption osseuse. L'essentiel, c'est que le phéochromocytome, c'est-à-dire l'excès de la synthèse des catécholamines, va induire une hypercalcémie. D'accord? Et on aura bien sûr l'hypercalcémie familiale bénigne. C'est une maladie héréditaire, autosomique dominante. Alors, cette maladie, on aura une mutation dans un gène. Le gène, généralement, c'est un récepteur qui va moduler la sécrétion de la PTH et l'excrétion du calcium au niveau des urines. D'accord? Donc, lorsqu'on a une mutation dans ce gène, on aura une hypocalciurie, c'est-à-dire que le calcium est éliminé au niveau des urines, et on aura une augmentation de la sécrétion de la PTH. Bon, la PTH, parfois elle est normale, parfois elle est augmentée. D'accord? Mais l'essentiel, c'est qu'il va provoquer une hypercalcémie par hypocalciurie. D'accord? Donc, le calcium est éliminé au niveau des urines. Donc, on passe de cas à l'hypocalcémie. En fait, c'est totalement l'inverse. Donc, l'hypocalcémie est définie comme étant une calcémie qui est inférieure à la 2,25 mmol par litre, bien sûr toujours avec une protéidémie normale. Parce que si j'ai une hypoprotéidémie, j'ai une fausse hypokaliémie. D'accord? C'est-à-dire que c'est une hypokaliémie qui est due à une hypoprotéidémie. Yani si نرجع les protéines, راح ترجع la calcémie normale. D'accord? Voilà.
Pour les cliniques, كيما قلنا واش قلت لكم قبيل قلنا بلي une hypercalcémie راح دير لي une réflectivité de l'organisme. Or, une hypocalcémie راح دير لي une hyperréflectivité de l'organisme. Donc, comme des signes, j'ai une hyperexcitabilité neuromusculaire. Pourquoi? Parce que j'aurai la différence de charge positive de part et d'autre de la membrane plasmique va diminuer. D'accord? Donc, j'aurai une augmentation de l'excitabilité. D'accord? C'est la crise tétanique, le signe de trousseau, et des autres signes comme les paresthésies, les convulsions, etc. C'est quoi les causes de l'hypocalcémie? Donc, on a des causes extra-parathyroïdiennes, on a des causes parathyroïdiennes et on a des causes pseudo-parathyroïdiennes. On va commencer par les causes extra-parathyroïdiennes. La première des choses, c'est que on aura un défaut d'apport calcique. ما ناكلوش بزاف le calcium ولا بالك ما نشربوش بزاف الحليب. C'est-à-dire l'apport alimentaire. D'accord? Soit j'ai un défaut d'absorption digestive. On sait que le calcium, l'absorption intestinale de calcium se fait au niveau du duodénum et au niveau du jéjunum. Donc, peut-être que j'ai un défaut d'absorption au niveau de deux niveaux de l'intestin. D'accord? Soit j'ai un défaut de réabsorption rénale. C'est qui m'a fait le cas de l'insuffisance rénale, où je peux pas réabsorber le calcium. Soit j'ai un hypovitaminose D, parce que la vitamine D, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter la réabsorption intestinale du calcium. D'accord? Donc si j'ai un déficit en vitamine D, j'aurai une hypocalcémie. L'hypovitaminose D يقدر يكون par exemple مثلا ما نتعرضوش بزاف للشمس ولا في لو كات على l'insuffisance rénale وين j'ai pas le 1 alpha hydroxylase اللي راح يدير لي l'activation de la vitamine D ولا une insuffisance hépatique وين j'aurai pas l'enzyme هذيك l'enzyme اللي راح دير لي la 25 hydroxylation. L'essentiel c'est que j'aurai une hypovitaminose D. D'accord? Ça, c'était pour les causes extra-parathyroïdiennes. Donc, on a l'hypocalcémie parathyroïdienne. C'est-à-dire que, l'hypocalcémie, elle est due à la diminution du taux des parathormones, des PTH. D'accord? Donc, hypocalcémie parathyroïdienne, donc, تتبدل la cause. Soit j'aurai une lésion anatomique à la parathyroïde, par exemple, نحي la thyroïde, يكون عندي cancer ولا تاع la thyroïde, نحي معاها la parathyroïde, ou là, par exemple, يكون عندي un adénome au niveau des parathyroïdes, les parathyroïdes, on a 4 glandes, la face postérieure de la thyroïde. Donc, par exemple, qui a un adénome, on a 2 parathyroïdes, on a 2. Donc, le taux de la PTH est insuffisant pour réguler la calcémie. D'accord? Soit j'aurai un défaut, bien des anomalies de la sécrétion de la PTH. Surtout le cas de l'hypomangazémie. Lorsque j'ai une carence, voilà, une carence de le magnésium, j'aurai la PTH ma sécrétée, d'accord? Et donc j'aurai une hypocalcémie. Soit qu'on a une hypoparathyroïdie qui est idiopathique, donc je ne connais pas la cause. L'hypocalcémie pseudo-parathyroïdienne, واش معناها هنا؟ هذه حكينا عليها من قبل. كي نقولوا pseudo-parathyroïdien, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le taux de la PTH est normal, mais les tissus sont insensibles à la PTH. D'accord? Donc l'effet de la PTH est nul sur les tissus. Et parce que la PTH c'est une hormone qui est hypercalcémiante, qui les tissus, mais qui les tissus insensibles à cette PTH, j'aurai une hypocalcémie. On passe de cas le phosphore. On va commencer par l'hyperphosphatémie. L'hyperphosphatémie, c'est l'excès de phosphore. Donc, le taux du phosphore est supérieur à la 1,45 mmol par litre. La clinique, généralement, soit on n'aura pas des signes cliniques, soit on aura des calcifications au niveau du rein, du pancréas, de la peau. La calcification, parce que, et lorsqu'on a une hyperphosphatémie, le phosphate, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer avec lui le calcium et ils vont nous former les sels d'hydroxyapatite au niveau de la peau, au niveau du vaisseau. D'accord? Donc on aura des calcifications des organes.
L'étiologie de l'hyperphosphatémie, c'est quoi? Soit l'insuffisance rénale, c'est-à-dire le rein, il est incapable de réabsorber le phosphate, donc j'aurai une élimination excessive du phosphate, soit on aura des maladies endocrines, c'est-à-dire des troubles hormonaux qui vont faire l'hypercalcémie, qui va faire l'hyperphosphatémie, qui va par exemple l'hypoparathyroïdie. L'hypoparathyroïdie, bon, peu importe la cause, hein, soit un cancer, soit un adénome au niveau de la parathyroïde, c'est pas important. L'essentiel, c'est que j'ai une diminution d'hyparathormone. La PTH تنقص. حنا واش قلنا قبيل؟ قلنا بلي la PTH c'est une hormone qui est hypophosphatémiante. Alors كي تنقص la PTH, on aura une hyperphosphatémie. D'accord? Une intoxication par la vitamine D. C'est-à-dire un hypervitaminose D, parce que la vitamine D, c'est une hormone qui est hyperphosphatémiante. L'excès تاعها رايح يدير لي une hyperphosphatémie. Et la pseudo-hypoparathyroïdie, c'est lorsque les tissus sont insensibles à la PTH. D'accord? La résistance à la PTH. Donc, la PTH ما تقدرش دير l'excès hypophosphatémiante تاعها, donc j'aurai l'effet. La PTH ne peut pas faire l'effet hypophosphatémiante تاعها, donc j'aurai une hyperphosphatémie. D'accord? Il suffit de comprendre هذاك المخطط اللي درته لكم من قبيل تاع la vitamine D ou la calcitonin ou la PTH, juste نفهموا كيفاش ils vont agir هذوك les hormones, c'est bon. نوليو par réflexe نفهموا c'est quoi la cause تاع l'hypophosphatémie, l'hypocalcémie, etc. D'accord? Très bien. Donc نروحوا l'hypophosphatémie. هذا واش فيها l'hyperphosphatémie. نروحوا دوكا l'hypophosphatémie, c'est quoi? C'est une phosphorémie qui est inférieure à la 0,8 millimoles par litre. Alors, au niveau du système nerveux central, on aura des tremblements, des irritabilités, etc. Pourquoi? Parce que قلنا بلي le phosphore, c'est un anion qui est principalement intracellulaire. Donc on aura, qui تكون عندنا une hypophosphatémie, on aura un déficit de la charge négative à l'intérieur de la cellule, donc il aura un trouble de la conduction nerveuse. Des troubles musculaires, تولي عندنا une faiblesse, même la faiblesse du muscle cardiaque, donc atteinte de la contractilité myocardique, atteinte de la contractilité du diaphragme, parce qu'en fait, parce que généralement, on n'aura pas assez d'ATP déjà, parce qu'à la belle comme la contraction musculaire تحتاج l'ATP, donc j'aurai pas d'ATP, l'adénosine triphosphate. D'accord? Et pour l'os, j'aurai une augmentation de la résorption osseuse, bien sûr, parce que j'ai pas assez de phosphore pour former les sels d'hydroxyapatite. D'accord? Les étiologies, soit par hyperparathyroïdie, d'accord? L'hyperparathyroïdie, donc on aura augmentation du ton des parathormones. Donc les parathormones sont des hormones qui sont hypophosphatémiantes. Donc ils vont augmenter l'élimination du phosphore, ils vont diminuer la réabsorption du phosphore au niveau rénal, etc. On a le diabète phosphoré. Le diabète phosphoré, donc on aura une fuite urinaire du phosphate liée à un défaut de réabsorption du phosphore. Le avitaminose D ou l'hypovitaminose D, donc la carence en vitamine D, parce que la vitamine D, c'est une hormone qui est hyperphosphatémiante. Lorsque j'ai une hypovitaminose, donc j'ai une hypophosphatémie. Pourquoi? Parce que parce que le phosphate ne sera pas absorbé au niveau de l'intestin. Le phosphate, il va être éliminé dans les urines. Il ne va pas être réabsorbé par le rein, etc. La perfusion de glucose, parce que le glucose, il va être une phosphorylation, ou même genre n'importe quelle rénutrition va provoquer une perturbation électrolytique, d'accord? Donc j'aurai une diminution du phosphore. L'osteomalacie, c'est tout simplement lorsque j'ai un manque du phosphore ou du calcium, je ne peux pas fabriquer de l'os. Donc j'aurai quoi? J'aurai une décalcification osseuse. D'accord?
C'est un défaut de minéralisation de l'os. On va voir ça après. Hein. L'essentiel, ça c'était pour le phosphate. Donc le phosphate, alors le magnésium. Alors pour le magnésium, généralement, le magnésium c'est un cation qui est bivalent, qui est généralement intracellulaire. Le taux du magnésium au niveau du sang, c'est-à-dire la magnésémie, elle est très faible par rapport aux autres. Elle est d'environ 15 à 24 mg par litre. D'accord? Pour les troubles, on aura soit une hypermagnésémie, soit l'hypomagnésémie. Pour l'hypermagnésémie, donc c'est un taux du magnésium qui est supérieur à la 24 mg par litre. Les étiologies, soit l'insuffisance rénale, oui, il y a un défaut au niveau de la filtration glomérulaire déjà. C'est-à-dire que, bon, généralement, l'état normal, la filtration glomérulaire du magnésium est d'environ 90%. Alors, donc, le cas de l'insuffisance rénale, تهبط la filtration, c'est-à-dire la filtration تهبط حتى inférieure à 30 millilitres par minute. Donc, il y a le magnésium au niveau du sang. Soit il y en a des surcharges iatrogènes, comme les antiacides. Les antiacides, c'est un médicament مخدوم اصلا من l'aluminium et le magnésium. D'accord? Donc, on aura une hypermagnésémie. Pour l'hypomagnésémie, donc c'est un taux de magnésium plasmatique qui est inférieur à la 15 mg par litre. L'étiologie tarot, le cas de diabète, donc le diabète, qu'est-ce qu'on a? On aura une sécrétion de l'insuline, une sécrétion كبيرة à l'insuline. Notez que l'insuline va favoriser l'entrée du magnésium vers la cellule. Donc l'insuline, elle va provoquer une hypomagnésémie. Elle va favoriser l'entrée du calcium, du magnésium vers la cellule. Le cas de l'alcoolisme, vous savez que l'alcool, généralement, il détruit l'intestin. Donc, on aura une malabsorption. Ou là, le cas du stress. Elles sont souvent associées à d'autres anomalies électrolytiques. Oui, donc, notez que le métabolisme du magnésium est intimement lié à celui du calcium et du potassium. Donc, généralement, lorsqu'on a une hypokaliémie, on aura une hypomagnésémie. D'accord? Et même lorsqu'on a une hypocalcémie, on aura une hypomagnésémie. D'accord? Donc, le métabolisme de ces trois ions est intimement lié. C'est pour cela que lorsqu'on aura une hypokaliémie, c'est-à-dire le taux du potassium ينقص au niveau du sang, et on va le corriger. Vous savez que l'hypokaliémie, elle est très dangereuse. Donc, on doit la corriger vitement. Donc, si la supplémentation en potassium d'un patient hypokaliémique, il faut toujours, lorsqu'on va corriger une hypokaliémie, on doit corriger l'hypomagnésémie, d'accord? Parce que notez que toujours, si le patient a une hypokaliémie, il a une hypomagnésémie. D'accord? Donc, on va voir les troubles hormonaux et les anomalies du métabolisme phosphocalcique. Bon, il faut لازم الحاجه الاولى كي نفهموا لا فيزيولوجي هذاك المخطط اللي درناه مع الاول كي نفهموه تو سخا كلير هنايا داكور. هاي on va commencer par les troubles تاع la parathyroïde. الحاجه الاولى نشوفوا l'hyperparathyroïdie, c'est-à-dire que j'aurai une augmentation des parathormones. Donc soit تكون عندنا une hyperparathyroïdie primaire, c'est le cas de l'adénome par exemple, l'adénome وين تكون عندنا une hypersécrétion de la PTH, ou là le syndrome paranéoplasique وين يكونوا عندنا des cancers qui vont sécréter anormalement de la PTH. D'accord? Soit تكون عندنا une l'essentiel l'hyperparathyroïdie déjà l'hyperparathyroïdie primaire, l'essentiel, le problème est au niveau de la glande parathyroïde. D'accord? Soit تكون عندنا l'hyperparathyroïdie secondaire, c'est le cas la carence calcique. Donc qui يكون le calcium ناقص, il va entraîner un feedback positif à la glande parathyroïde et j'aurai une hypersécrétion de la PTH. D'accord? Les signes cliniques de l'hyperparathyroïdie, j'aurai des douleurs osseuses calmées par le repos, des tumefactions, des fractures pathologiques. Parce que la PTH, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter la résorption osseuse. D'accord? Donc l'os, il est fragile. Elle va augmenter la résorption osseuse. C'est pour cela qu'il y a le calcium et l'os, il est fragile. La biologie, bon, j'aurai une hypercalcémie, c'est clair, parce que c'est une hormone
c'est une hormone hypercalcémiante, donc j'aurai une hypercalcémie à cause de la résorption osseuse, à cause de l'augmentation de l'absorption l'augmentation de la réabsorption intestinale du calcium, et j'aurai une hypercalciurie. Alors, l'hypercalciurie, bon, راح تكون à long terme, d'accord? À long terme, يعني كي تطول l'hyperparathyroïdie, donc هنا j'aurai un excès vraiment du calcium, d'accord? À cause de l'hyperrésorption osseuse, à cause de l'hyperréabsorption digestive بسبب la calcitriol, etc. Donc هذه l'hypercalcémie exagérée راح دير لي une hypercalciurie à long terme, d'accord? Et وهذه هي اللي درنا le lithiase, d'accord? aussi راح تكون عندنا une hypophosphatémie. علاش؟ parce que la parathyroïde va augmenter l'élimination rénale du phosphate et j'aurai une hyperphosphaturie, voilà. Elle va augmenter l'élimination du phosphore dans les urines, c'est pour cela que j'aurai une hyperphosphaturie. Et quand on va doser les parathormones au niveau plasmatique, j'aurai une hyperparathormonémie. Le taux les parathormones c'est clair. Donc vous voyez que c'est qui نفهموا la physiologie هذيك اللي قريناها tout sera clair هنايا. نروحوا دابا نشوفوا l'hypoparathyroïdie. L'hypoparathyroïdie, c'est-à-dire qu'on aura une diminution de la PTH. Alors, l'étiologie تاعها soit une atrophie de la glande parathyroïdienne, soit des interventions chirurgicales كما شرحنا قبل, soit ندير une ablation de la thyroïde نحي معاها les parathyroïdes, soit نحي deux parathyroïdes ونخلي زوج. l'essentiel c'est ولا تقدر تكون عندها origine auto-immune كيما ولا par exemple les pseudoparathyroïdies, etc. L'essentiel que j'aurai une diminution de la PTH. Donc la PTH, elle sera insuffisante pour rétablir l'homéostasie phosphocalcique. L'étiologie deuxième, c'est le syndrome de Farr. Le syndrome de Farr, on aura des dépôts calciques ils vont être situés dans la zone du cerveau qui va contrôler les mouvements. D'accord? Donc, en fait, le dépôt, là, exactement, on aura des dépôts, le mécanisme تاعهم, il est mal connu, mais l'essentiel, c'est qu'ils vont ils vont provoquer, une diminution de la PTH, une hypoparathyroïdie. Le syndrome de Digorge, ce sont des anomalies congénitales qui vont se manifester par des malformations au niveau du cou, au niveau des parathyroïdes, etc. D'accord? Soit une forme familiale, c'est-à-dire des maladies génétiques, ou là, la chirurgie, et bien la radiothérapie du cou, qui sous le cou. Par exemple, les parathyroïdes, ou là, donc j'aurai une hypoparathyroïde. Pour la clinique, j'aurai presque les mêmes signes à l'hypocalcémie, parce que l'hypoparathyroïde راح دير لي une hypocalcémie. Et en fait la clinique تاع l'hypocalcémie شرحناها قبل, soit j'aurai des troubles neuromusculaires à cause de l'hyperexcitabilité des neurones, j'aurai des troubles du rythme cardiaque, des troubles psychiques, les troubles du rythme cardiaque. كي نديرو لو سي جي راح نلقاو هذيك la partie QT نلقاوها allongée, d'accord? Et bien sûr on aura des troubles psychiques qui m'ont j'aurai une hyperréactivité du corps, anxiété, etc. Dans la biologie, on aura une hypocalcémie, c'est clair, à cause de cette hypoparathyroïdie, et j'aurai une hypocalciurie qui m'aqbil à long terme, qui خلاص ما يكونش عندي le calcium, j'aurai une hypocalcémie, je peux pas sécréter le calcium dans les urines. D'accord? Donc j'aurai une hypocalciurie à long terme. Une hypophosphatémie, c'est l'inverse, une hyperphosphatémie, parce que c'est l'inverse, parce que
la PTH elle est hypophosphatémiante. Qui تكون ما كانش j'aurai une hypophosphatémie et bien sûr la PTH elle sera basse. C'est clair. Pour la carence de la vitamine D, on a l'osteomalacie. C'est quoi l'osteomalacie? L'osteomalacie, c'est une ostéopathie métabolique qui sera caractérisée par un défaut de la minéralisation de la matrice osseuse. D'accord? Donc, on aura un défaut de la calcification de l'os. Bon, pour l'adulte, on dit l'ostéomalacie et pour l'enfant, on dit le rachitisme. D'accord? C'est un défaut de calcification. Alors, pour les étiologies de la carence de la vitamine D, on aura soit un défaut d'apport alimentaire. Bon, généralement, on peut pas couvrir les besoins en vitamine D par l'alimentation. D'accord? Donc, généralement, l'étiologie la plus fréquente de la carence de la vitamine D, c'est l'insuffisance de l'exposition au soleil. D'accord? Donc on aura une carence de la vitamine D, soit un défaut d'absorption intestinale de la vitamine D, on n'absorbe pas bien la vitamine D au niveau intestinal, soit certains diarrhées chroniques qui m'a fait les cas les maladies cœliaques, soit la maladie de Crohn. C'est une inflammation chronique de l'intestin. Là, elles peuvent même toucher tout le tube digestif. L'essentiel, c'est qu'on peut pas absorber la vitamine D. D'accord? Pour la biologie, généralement, on va voir la calcémie et la phosphatémie. C'est logique parce que la vitamine D, c'est une hormone qui est hypercalcémiante, hyperphosphatémiante. Donc, si on aura une carence de la vitamine D, on aura une baisse de la calcémie et une baisse de la phosphatémie. Pour donc les troubles de la calcétonine, donc, comme on a dit, la calcétonine, c'est une hormone qui est sécrétée par les cellules C de la thyroïde. Alors, c'est une hormone, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer la fixation osseuse du calcium et elle va augmenter l'élimination urinaire du calcium. Donc, comme on a dit, c'est une hormone qui est hypocalcémiante, hypophosphatémiante. Alors, pour les troubles de la calcétonine, on a généralement ce qu'on appelle l'hyperplasie des cellules C néoplasiques. C'est un état précancéreux. C'est le cas le cancer. Elle survient dans le cadre d'une néoplasie endocrinienne multiple de type 2. Alors c'est quoi la néoplasie endocrinienne multiple de type 2? En fait, c'est une maladie héréditaire qui peut se manifester par des tumeurs qui peuvent atteindre soit la thyroïde, soit la médulo-surrénale, soit la parathyroïde. D'accord? Donc c'est un type de cancer. Généralement, il peut vers un carcinome médulaire de la thyroïde, donc c'est un état précancéreux. Ça, c'est le premier trouble. Donc, c'est le cas d'un cancer des cellules C néoplasiques. D'accord? Une hyperplasie ou bien un cancer de la thyroïde qui touche les cellules C. Soit HCC, c'est une hyperplasie des cellules C de la thyroïde réactionnelle. C'est-à-dire quoi réactionnelle? C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas une néoplasie. C'est juste, c'est une hyperplasie qui sera secondaire à un stimulus extérieur. Par exemple, l'hypercalcémie. Donc, l'augmentation du taux de calcium va exercer un feedback positif sur la thyroïde, les cellules C de la thyroïde. Donc, on aura une hypersécrétion, une hyperplasie, et donc une hypersécrétion de la calcétonine. D'accord? Le CMT, c'est le cancer médulaire de la thyroïde. C'est quoi ça? Donc, le cancer médulaire de la thyroïde, c'est une tumeur neuroendocrine qui se développe aux dépens des cellules C de la thyroïde, qui vont sécréter la calcétonine. Alors, on aura des formes sporadiques, c'est-à-dire des formes non héréditaires. C'est à peu près 75% des cas. Sinon, il y en a des formes qui sont familiales, qui sont héréditaires, et qui, elles peuvent apparaître dans le cadre de la néoplasie endocrinienne multiple de type 2. D'accord? C'est c'est une maladie héréditaire qui touche soit la médulo-surrénale, soit les parathyroïdes, soit la thyroïde. Pour l'épidémiologie, c'est bon. Notez que on a 4 types de cancers de la thyroïde. On a le cancer papillaire, le cancer folliculaire, le cancer médulaire et le cancer anaplasique de la thyroïde. Donc, le cancer médulaire de la thyroïde représente à peu près de 5 à 10% des cancers de la thyroïde.
D'accord? Pour la clinique, donc le cancer médulaire de la thyroïde peut se révéler par donc كيفاش نكشفوا على هذا le cancer de la thyroïde. Généralement, si on trouve par exemple un nodule ou même avant la thyroïdectomie, c'est-à-dire l'ablation de la thyroïde, on va doser la calcitonin. D'accord? كما قلنا هنا, soit on va le cas les nodules thyroïdiennes uniques avec eurothyroïdie, c'est-à-dire la thyroïde fonctionne normalement, soit on aura des dysphagies, c'est-à-dire qu'on sent un gène lors de la déglutition, soit des adénopathies cervicales, et soit ce qu'on appelle le syndrome de Flash. Donc, comme vous voyez, le syndrome de Flash, c'est quoi? C'est un érythème transitoire où on aura une vasodilatation des vaisseaux. D'accord? Des vaisseaux cutanés. Pour la biologie, alors, il faut noter que la calcitonine est le principal marqueur biologique de ce cancer médulaire. Donc, chez un sujet sain, c'est-à-dire la valeur uséale de la calcitonine, elle sera inférieure à la 10 picogrammes par millilitre. Alors, si il y a cette valeur de la calcitonine supérieure à la 100 picogrammes par millilitre, alors là, ça, c'est une valeur positive prédictive d'un cancer médulaire de la thyroïde de 100%. D'accord? Maintenant, on va voir quelques maladies métaboliques de l'os. Ou là, les anomalies du métabolisme phosphocalcique. On va commencer par l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est quoi? L'ostéoporose, c'est une diminution accélérée de la masse osseuse. D'accord? Donc, c'est une diminution de la densité de l'os. Donc, c'est une baisse de la densité osseuse et une microarchitecture osseuse ultérée, d'où fragilité osseuse, ce qui augmente le risque de fracture. Donc, généralement, les gens qui ont l'ostéoporose ont un risque de fracture, surtout les fractures du col de fémur, etc. D'accord? Donc, l'ostéoporose est une maladie du squelette principalement liée au vieillissement. Généralement, surtout chez les femmes après la ménopause. Donc, généralement, une femme sur 3 sont touchées par l'ostéoporose après la ménopause. D'accord? Donc, l'étiologie de l'ostéoporose, on a des ostéoporoses dites primitives. C'est le cas qui m'a dit, c'est la post-ménopause. Ou si ça la post-ménopause, on aura une diminution des hormones, de la production des hormones sexuelles, surtout les oestrogènes. Les oestrogènes favorisent la minéralisation osseuse. Donc, généralement, les oestrogènes ou les androgènes, même les androgènes chez l'homme, ils vont favoriser la formation de l'os jeune. Donc, après la ménopause, on aura une diminution de ces hormones et donc on aura l'ostéoporose. Soit sénile, c'est-à-dire vieux, donc notez que le vieillissement, tant chez la femme que chez l'homme, il y a une diminution naturelle de la masse osseuse. D'accord? Donc, يعني أي واحد يكبر, notez que لاشت ما عندوش des pathologies là, la masse osseuse تاعو رايحة تنقص. D'accord? Ou là, il y en a des sans cause, c'est-à-dire c'est une ostéoporose idéologique sans cause. En fait, elle est très rare. L'ostéoporose secondaire, elle est plus rare, elle est peut-être liée soit à une immobilisation prolongée, c'est-à-dire le manque d'activité physique, ou là, lorsque le patient est hospitalisé, ou là, lors d'une immobilisation, ça va augmenter le risque de l'ostéoporose. Soit il y en a d'autres pathologies endocriniennes, par exemple l'hyperthyroïdie, l'hypercorticisme, donc, et les hormones thyroïdiennes et les corticoïdes vont favoriser la perte de la densité osseuse. Une acromégalie. C'est quoi l'acromégalie? C'est une maladie qui se caractérise par une croissance exagérée de visage et des extrémités. D'accord? Avec un gigantisme. C'est quoi le gigantisme? C'est-à-dire, la personne, elle sera avec une grande taille. D'accord? Généralement, la cause c'est la sécrétion excessive des hormones de croissance. Généralement, on aura une tumeur de l'hypophyse. D'accord? Soit le cas de diabète, soit
l'épargnisation prolongée, c'est-à-dire que l'emploi thérapeutique de l'héparine qui sera prolongé va fragiliser l'os. D'accord? Pour la clinique, bon, généralement, l'ostéoporose, c'est une maladie qui est silencieuse. D'accord? Mais nous pouvons par certains cas cliniques, comme par exemple surtout les fractures, parce que l'ostéoporose va augmenter le risque de fracture, parce qu'on aura une fragilisation de l'os. Donc, généralement, la fracture la plus معروفة, c'est la fracture du col de fémur ou bien les tassements vertébraux. Pour la biologie, bien sûr, on va faire soit un bilan phosphocalcique, c'est-à-dire on va doser la vitamine D, le calcium et tout, soit on va mesurer les marqueurs du remodelage osseux. D'accord? Pour savoir l'activité des ostéoclastes et les ostéoblastes. D'accord? Ça, c'était pour l'ostéoporose. Donc, pour la maladie de Paget, c'est quoi la maladie de Paget? La maladie de Paget, c'est un remodelage pathologique de l'os. D'accord? Donc, on aura une réparation osseuse qui est anormalement rapide et ça va provoquer l'affaiblissement de l'os. D'accord? Donc, Kimagalkana, c'est une maladie chronique du squelette dans laquelle des régions localisées du tissu osseux sont soumises à un remodelage pathologique. Ce qui va provoquer une hypertrophie, une fragilisation de l'os, parce que c'est un remodelage pathologique, mais il l'os. D'accord? Et la résorption et la formation osseuse augmentent. D'accord? Donc c'est un remodelage qui est anormalement rapide. Les étiologies de cette maladie, elle est mal connue. Généralement, bon, il y a quelques faradiyat, la cause elle est virale, mais généralement, l'étiologie exacte, elle n'est pas connue. Pour la clinique, généralement, elle est asymptomatique. نكتشفوها soit par les radios, où il y a une hypertrophie des os, soit on va doser la phosphatase alcaline. La phosphatase alcaline, c'est un marqueur de remodelage, de formation de l'os. D'accord? Donc, la phosphatase alcaline, c'est une enzyme qui va augmenter augmenter la formation de l'os. Donc, quand on va la doser, on c'est-à-dire qu'on aura cette maladie-là, comment on appelle? La maladie de Paget. Soit, on a aussi des douleurs osseuses et des déformations d'un membre. Parce que, on aura un remodelage qui est pathologique, un remodelage qui est anormalement rapide, donc l'os, la formation de elle sera anormale. Donc, il sera déformé. La biologie, dans la grande majorité des cas, on aura une augmentation des phosphatases alcalines. Les phosphatases alcalines, c'est une enzyme qui augmente la formation de l'os. Donc, si on va la doser, on va la trouver augmentée, alors dans ce cas-là, c'est un marqueur de cette maladie-là, la maladie de Paget. Il y en a d'autres pathologies cancéreuses, qui m'a les gammopathies, soit le myélome multiple, ou bien ce qu'on appelle la maladie de Kahler. Oui, on aura des immunoglobulines monoclonales qui vont détruire le tissu osseux. Donc voilà, on arrivera à la fin de ce cours-là. J'espère que c'était utile pour vous. Merci pour votre attention et وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.